Et donc là, maintenant, tout de suite, c'est le moment qui va beaucoup moins intéresser Xavier, c'est le moment où on commence à aller dans Bubble. Alors, Bubble, je le disais tout à l'heure, c'est un outil full stack. Donc on gère tout au même endroit. Ce qui fait que, notamment quand on débute, on peut être un peu perdu avec beaucoup de possibilités et on ne sait pas trop par où commencer. Donc moi déjà je vais vous dire par où je commence, c'est vraiment par le back. Et a priori, quand on développe une application, c'est souvent par le back qu'on commence quand même, que ce soit une application web, une application mobile, etc. Parce que c'est ça qui est structurant pour tout, et c'est à partir de ça qu'on commence à se poser les bonnes questions. Si on commence par le front, on peut prendre les choses un peu trop comme elles viennent côté back et se rendre compte qu'il y a certaines questions qu'on n'avait pas assez anticipées. Donc, le back, dans un premier temps, c'est la base de données. Structurer une base de données vraiment pour correspondre aux besoins sur Bubble, mettre en place les privacy rules qui correspondent à ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'important pour vraiment partir sur des bases solides. Alors là aussi, on va pas faire toute la base de données, mais un peu un aperçu. Donc pour l'instant, on va s'intéresser à la V1. La V1, c'est le rouge. Donc c'est des projets effectués en no-code et les listes d'outils principaux et une présentation générale des profils. Bon, je me mets à côté la liste pour l'avoir sous les yeux en même temps que Bubble. Donc, on va partir sur les projets. Donc, je me mets des petits emojis en fait à côté de mes data types ou de mes tables. Depuis peu, je trouve ça beaucoup plus lisible en fait d'avoir des types qui ont des fonctions bien définies et qui sont identifiés par les emojis. En revanche, il y a un petit souci. Alors sur les data types, je sais plus, mais c'est vrai pour les champs, c'est que Bubble, quand Bubble affiche une liste de champs, il les affiche triés par ordre alphabétique, mais ordre alphabétique à partir du nom fixé à la création du champ. Je trouve ça éminemment nul, parce que au bout d'un moment, on se retrouve avec une liste de champs qui veut plus rien dire, parce qu'il y a un champ qui se retrouve relégué tout à la fin, alors que maintenant ça commence par un A, ou du coup des emojis qui étaient censés être ensemble, mais qui en fait le sont pas du tout, parce que quand on les avait créés, il y avait pas d'emojis, donc bon, c'est un peu des soucis. Ça peut être un peu pénible à gérer parfois, mais je trouve que c'est moins pénible à gérer que de ne pas du tout utiliser ces petites aides visuelles. Donc, on va avoir un data type project. Et j'en profite pour dire un point important, c'est la langue de développement. Est-ce que vous développez en français ou en anglais? Moi, je fais toujours le choix de développer en anglais. Même si l'app est une app française, utilisée en français, etc., tout ce qu'il va y avoir dans le bac, ce sera en anglais. Pourquoi? Parce que... Alors pourquoi est-ce que déjà il faut avoir une langue bien... Enfin, une langue unique déterminée par souci de cohérence, parce qu'après on va avoir des champs en français, en anglais, ça ne veut plus rien dire. Et pourquoi je le fais en anglais? Parce qu'en fait, on se retrouve déjà dans un environnement en anglais. Bubble, c'est tout en anglais, donc je sais pas, moi, ça m'incite à fonctionner en anglais. Je trouve ça plus cohérent et je trouve que ça coule mieux, quoi. Mais aussi, tout simplement parce que c'est plus court. Il y a des logiques de syntaxe dans la langue anglaise. Project Contact, par exemple, avec le S apostrophe, qui sont hyper pratiques quand on veut nommer un workflow ou autre. Et voilà, je trouve que, du coup, que la langue anglaise est
est très adapté pour ça. C'est plus court, c'est plus compréhensible. Ça nécessite évidemment de maîtriser l'anglais, même si parfois ça nécessite de tordre un peu la langue anglaise. Des fois, par exemple, au lieu de mettre contacts table, j'ai mis table of contacts. Je crois que c'est pas trop la manière naturelle dont on irait en anglais, mais pour des raisons de tri par ordre alphabétique, je préfère que toutes mes tables soient les unes après les autres. Donc voilà, j'appelle ça table of contacts. De toute façon, c'est que du back-end, c'est pas vu par les utilisateurs. Donc, je crée mon datatype project. Donc déjà, tous mes objets, ils ont un champ qui s'appelle name. J'avais fait l'erreur au début de nommer le nom du champ par le nom du champ lui-même. Genre project, il a un champ qui s'appelle project, qui est le titre du projet. Mais en fait, c'est bête parce que quand on passe d'un champ à un autre, etc., on passe d'un project à un contact et du coup, ça marche plus parce que le champ il s'appelle project dans un cas et contact dans l'autre. Alors qu'avoir des champs vraiment bien identifiés, ça va être name, description, subtitle, et des types de champs très très classiques, et je trouve en pratique que c'est très utile d'avoir vraiment des manières standards de les nommer, et j'en profite pour dire que quand on développe, la documentation est clé, évidemment, pour pas faire n'importe quoi, pour garder une trace de toutes les micro-décisions qu'on a faites, de la logique, beaucoup aussi des décisions qu'on a prises, pourquoi on a fait ça de telle manière. C'est hyper important d'en avoir une trace, mais une manière aussi de ne pas se perdre dans la documentation et d'en avoir un peu moins, c'est d'utiliser beaucoup de standardiser énormément la manière dont on développe. Donc par exemple, ces noms de champs-là, voilà, quand on sait qu'il y a name, description, subtitle, etc., ok, ben, ça veut dire que on utilisera ces noms de champs-là à chaque fois. Déjà, ça, il n'y a pas besoin de le documenter spécifiquement si le projet est juste pour nous, parce qu'on le sait. Mais par exemple, c'est aussi des logiques de workflow. Typiquement, un utilisateur, il va avoir un first name, last name, prénom, nom. Et souvent, je mets aussi un champ full name, qui est prénom et nom concaténé. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus pratique, enfin c'est beaucoup plus facile à maintenir en fait, d'avoir ce nom complet pour l'utiliser un peu à droite à gauche. Et typiquement, un champ calculé à partir d'autres champs, systématiquement, je fais ça via des database trigger events. C'est quelque chose qu'on trouve dans les back-end workflows. On peut dire, quand telle valeur change dans la base de données, à ce moment-là, je vais faire telle chose. Et moi, c'est une règle que je me suis fixée. Quand j'ai une logique de champ calculée automatiquement, déjà, je mets un petit robot à côté du nom de ce champ. Ça montre que ce champ est calculé. Donc, à aucun moment dans mes workflows, j'ai besoin de renseigner ce champ parce qu'il est calculé automatiquement. Il a déjà son propre workflow dédié. Donc, c'est toujours pratique à savoir. Et en plus de ça, je sais que parce qu'il y a ce petit robot, il est calculé automatiquement. Donc, je vais trouver ça dans mes back-end workflows, dans un database trigger event. C'est très clair. Donc, ça peut être nécessaire de documenter cette pratique une bonne fois pour toutes, ou de faire une liste un peu des différents champs qui sont modifiés de cette manière, mais ne pas réinventer la roue à chaque fois, c'est aussi quand même une très bonne manière de garder les choses propres. Revenons à nos projects. Au passage, les data types sur Bubble, c'est mieux de toujours les mettre au singulier. C'est la manière dont fonctionne Bubble. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne vais pas forcément faire tous les champs, mais par exemple, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Les clients, est-ce que c'est juste un client qu'on va lister comme ça en dur dans le projet, ou est-ce qu'il y a une table des clients? Là, honnêtement, je vois pas trop d'intérêt d'avoir une table des clients. Il y a aussi un truc dont on n'avait pas parlé.
c'est le type de projet. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que je mettrais dans un option set qui s'appellerait project type. Et les types de projets, c'est pour moi pour un client ou une cliente pour mon entreprise. Ça va être une voilà, ça me semble être une information intéressante à avoir sur les projets. Ça, c'est une liste qui peut être publique, il n'y a pas de souci, qui ne va pas changer tous les 4 matins. Peut-être qu'un jour, je ferai une modification de cette liste, mais c'est vraiment très, très ponctuel. Donc, c'est un excellent, et c'est une liste pas trop longue, donc c'est un excellent candidat pour les option sets. Donc, ici, je mets type, et là encore, les standards. Dans mon option set, je mettrai toujours le nom du data type, puis type, et dans mes champs, je mettrai toujours type, sans le nom ici, puisqu'on est en project. Voilà, ça c'est des trucs. Il n'y a pas de bonne manière de faire, vous pouvez mettre project type ou type, etc. Mais vraiment avoir des standards, on ne se pose pas la question, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est des choses qui, d'expérience, m'aident beaucoup, et je recommande quand même de mettre type tout court, parce que là aussi, quand on change de data type, on a un repeating group dont on change le type, mais fondamentalement, ça marche de la même manière. Ben, avoir un champ de référence qui s'appelle type et qui ne change pas d'un data type à l'autre, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je ne vais pas lister tous les champs à l'unité de ce type de projet, mais on va lister les champs dynamiques. Ça me paraît un peu plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, par exemple, les metrics. Donc, on en fait un new type. Ça, métrique. Et là, donc, on va avoir un metric type. Alors, les metric types... Ah, ça, c'est un autre emoji que j'ai pas sous la main. Il va falloir que j'aille le chercher, parce que c'est un autre type de champ. C'est les champs d'options, en gros. Donc, pour ça, je mets en général... Je crois que c'est ça que j'utilise comme emoji. Metric type, typiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que les project type, parce que là, on va avoir, bon, pareil, il y a un name, éventuellement un order. Order, c'est un number qui me permettra de, enfin, un nombre qui me permettra de trier la liste des types, parce que je n'ai pas forcément envie que ce soit par ordre alphabétique, ou peut-être que si, mais bon, pour l'instant, je le mets comme ça, on verra. Une légende, parce qu'il y a le nom qui sera affiché pour sélectionner le type de métrique, et il y aura le nom qui sera affiché directement sur l'interface. Par exemple, nombre d'utilisateurs mensuels pour le name, et pour legend, c'est utilisateur mensuel, c'est ça qui sera affiché sur le projet. Voilà. Après, typiquement, je pense que j'ai... Là, je vais créer un option set que j'ai souvent sur mes apps. C'est moderation status. Moderate. Public. Private. En général, je mets ça. Donc, à modérer. Public, c'est quelque chose qui a été validé par un admin, donc soit créé par un admin, soit créé par un utilisateur, puis validé. Private, c'est quelque chose qui a été créé par un utilisateur,
L'admin se dit ok, c'est bon, je veux bien le laisser pour cet utilisateur, mais ce ne sera pas public pour tous les autres, tout le monde ne pourra pas l'utiliser par exemple. Et hidden, c'est vraiment non, mais il n'y a pas moyen, ce ne sera pas affiché pour ni pour les autres, ni pour l'utilisateur qui l'a créé. Donc, je vais mettre un moderation status ici. Parce que je me dis que ces metric types, ils pourront être créés par des utilisateurs. C'est une liste que, encore une fois, dans cette logique de j'ai pas réponse à tout, je sais pas tout. Je propose une liste de démarrage, mais en même temps, je donne la possibilité, on va dire, d'aller plus loin dans la personnalisation et de créer ses propres métriques. Donc les metric types, c'est la liste qui sera proposée, et les metrics ici. Donc on a type. Dans la logique, c'est un metric type. Il y en a un seul à la fois. Legend. En fait, je vais faire une légende qui sera pré-remplie à partir du metric type, mais qui sera totalement personnalisable. Si une personne sur l'application dit non mais moi je veux pas mettre nom d'utilisateur mensuel, je veux préciser, je veux mettre mes utilisateurs, je les appelle des chroubidous, et sur toute la page de l'application, je les appelle des chroubidous. Bon, j'ai envie de mettre nom de chroubidou mensuel, comme ça, il peut directement le personnaliser ici, sans impacter les autres. Ici, il y a évidemment un order, parce que on ne mettra pas ça par ordre de création, il faut pouvoir adapter l'ordre. Ne connaissant pas Bubble, j'ai une petite question. Si on supprime un champ dans un modèle de données, mais que ce champ est utilisé dans du paramétrage, il se passe quoi? Ah, tu t'en doutes, ça marche pas aussi bien que prévu si tu utilises un champ. Donc ça va créer des erreurs. Les erreurs, elles sont marquées en fait en haut à droite, quelque part dans les warnings. Là, j'en ai pas actuellement sur l'application, et d'ailleurs, ça me paraît super bizarre que j'en ai pas. Mais bref. Tu as des warnings, et il va te dire bon, bah attends, t'essaies de faire un truc qui marche pas trop pour telle raison. Et voilà où il faut aller pour le résoudre. C'est un des énormes points forts de Bubble. Il est capable de te dire ce qui ne marche pas dans ton app et où il faut le régler. C'est parfois un peu frustrant parce que pour lui, il y a certaines erreurs, enfin, il y a des choses qui sont des erreurs où tu dis, bon, bah, c'est juste que tu sais mal le gérer, mais bon, vaut mieux que ça fonctionne comme ça, de mon point de vue quand même. Après, il y a un outil absolument fantastique dans Bubble. Je sais qu'il y a quelques développeurs et développeuses Bubble qui l'utilisent pas trop, et c'est dommage, c'est le search. Et vous pouvez absolument chercher tout dans votre application. Si vous vous dites, j'ai envie de supprimer un champ, mais je ne sais pas s'il est utilisé, vous faites uses field, type name, mon champ c'est metric, mon champ metric type, est-ce qu'il est utilisé? Je cherche dans mon application, et il va me dire que, a priori, c'est pas utilisé puisque je viens de le créer. Et voilà, c'est pas utilisé, ok, je peux le supprimer sans aucun souci. À l'inverse, si je vais, allez, on va s'amuser un peu, si je prends le champ full name du user, tout de suite, il est utilisé 57 fois. 57 fois dans des workflows, dans des éléments en front, etc. Ça, c'est une des fonctionnalités de Bubble qui, juste ça donne un énorme pouvoir à l'outil, parce que tu as une vue d'ensemble incomparable avec, sur tout ça, que tu vas pas retrouver aussi facilement dans Xano, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Ou Web, je sais pas. Web, c'est un outil purement front. Mais voilà, c'est vraiment une des forces de Bubble, parce que c'est un outil qui nous prend un peu par la main, mais ça a vraiment du bon sur pas mal de choses. Donc vraiment, la recherche et les warnings, mais il faut en user et en abuser, quoi. Et voilà, c'est un peu, il y a Vince qui nous dit qu'il n'avait pas vu la fonctionnalité. C'est un peu comme ça, Bubble, en fait. C'est que tu peux tout faire, tu as des trucs dans tous les sens, mais pour beaucoup, si tu sais pas que ça existe, si personne ne te l'a jamais dit, il y a peu de chances que tu les trouves par toi-même. Et
Et bah, c'est aussi pour ça qu'il y a des formations, qu'il y a des gens comme Thibaut, comme moi et comme beaucoup d'autres qui partageons un peu ce qu'on fait, parce que c'est une manière de partager toutes ces astuces, toutes ces bonnes pratiques. Mais voilà, la recherche, vraiment, c'est génial. Ensuite, on en était à notre métrique. Donc la métrique, c'est une légende, un ordre, un type, et évidemment, un nombre. Voilà. Pour dire qu'il y a tant d'utilisateurs, bah, il faut mettre le nombre d'utilisateurs. Ça se fera sous forme de nombre. Éventuellement, allez, on va se faire plaisir. On va mettre en plus un petit unit. Je vais l'appeler comme ça. Je ne trouve pas de meilleur nom. Mais en gros, si tu as 1 million d'utilisateurs, tu n'as pas forcément envie de mettre 1, 0, 0, 0, 0. Non, enfin, tu vas mettre 1 M utilisateur. Donc le unit, il servira à ça, pour mettre un petit K, un petit M, enfin un grand M plutôt, etc. Et c'est différent de la légende. Donc ce serait l'order, c'est la position dans la liste. Le number, c'est le nombre qui est affiché. Le unit, qui est optionnel, c'est un K, un M, etc. Et la légende, c'est utilisateur mensuel. Ça, typiquement, c'est un truc que je n'ai pas besoin de documenter parce que c'est juste une application pour moi et que, bah, en fait, j'utilise, c'est vraiment des noms que j'utilise toujours pour mes variables dans toutes les apps, donc je sais où trouver telle info. Mais sinon, ne serait-ce que mettre ici un commentaire pour dire voilà à quoi sert ce champ, et évidemment, une bonne pratique de développement, et voilà, d'ailleurs même pour une app qu'on fait soi-même, en vrai c'est pas du luxe de mettre cette description, parce qu'il y a toujours un moment où on aura quand même un léger doute et où on perdra 5 minutes à vérifier. Ok, donc là on a notre champ métrique par exemple, et après un peu le cœur du réacteur de ces pages projet, ça va être les blocs. Donc là, je me tais 10 secondes parce que je suis un peu en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Donc je suis en train de me dire que les blocs, ils sont pas forcément spécifiques au projet. Tu peux avoir des blocs sur un projet, tu peux avoir un bloc sur un utilisateur, tu peux avoir un bloc sur un outil, ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de me laisser cette possibilité. Donc, dans mon bloc, il va y avoir le project. Hop. Projet. Il va y avoir encore un order, parce qu'on veut pouvoir réordonner les blocs, pas juste les mettre dans l'ordre de création. Et là, il va y avoir un block type. Et ça, le block type, en fait, je pense que c'est une liste. La liste des block types, elle va être amenée à changer au cours de la vie de l'application. Je vais me dire, ah, mais en fait, j'ai envie d'ajouter ça, etc. Mais, pour autant, je vais en faire un option set, parce qu'en fait, un bloc, enfin, c'est pas les utilisateurs qui vont créer leur type de bloc. En face d'un type de bloc, il y a moi qui vais développer en front un certain nombre de fonctionnalités. Donc, quand il y a un nouveau type de bloc, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a du développement qui a été fait, donc il y a un déploiement d'application. Donc, ça fait que ces block types, en fait, sont de très bons candidats pour un option set également. Et qu'est-ce qu'on va... Ah oui, sur le moderation status, j'ai oublié de mettre la couleur. Dans toutes mes applis, en fait, je me fais un option set
standard color, où j'ai ces couleurs-là. En général, j'en varie rarement, j'ai jamais trop besoin d'en ajouter, où j'ai une couleur sombre, une couleur claire, pour chacune de ces couleurs. Parce que ce sont des couleurs qui sont hyper pratiques à utiliser pour des statuts, pour... voilà, dès qu'il y a besoin de mettre une couleur qui correspond à un état, en fait, j'utilise ces couleurs-là, puisque depuis quelque temps, Bubble, dans Style Variable, laisse la possibilité d'ajouter des couleurs vraiment pour le style, enfin pour le style de l'app en général, et c'est génial, et vous ne devez maintenant jamais utiliser une seule couleur arbitraire, il faut toujours que ces couleurs soient référencées ici, vraiment c'est la bonne pratique de développement pour s'y retrouver et pour changer facilement son thème, etc. Mais le souci, c'est que, à ma connaissance, ces couleurs définies dans le style, dans les expressions Bubble, on ne peut pas y accéder. En revanche, ce à quoi on peut accéder dans les expressions Bubble, ce sont les option sets. Il y a toujours le get an option, où on met l'option set, on choisit l'option qu'on veut, et à ce moment-là, on peut accéder à telle ou telle chose. Donc, ce que je fais dans mon moderation status, c'est que j'ai une couleur qui est associée. To moderate, c'est orange. Public, c'est vert. Private, c'est bleu. Hidden, c'est gris. Voilà. Donc, quand le statut va être à modérer, j'ai pas besoin de mettre des conditions. Si c'est à modérer, alors je mets orange. Si c'est public, alors je fais ça, etc. Pour chacun des éléments qui est référence, pour chaque type de statut que je vais avoir, parce qu'au bout d'un moment, il y en aura beaucoup, j'ai juste besoin de le faire une fois dans cet option set, et c'est bien pratique. Je gérais différemment avant, et c'était infernal. Donc, j'ai créé mes block types. Eux, ils n'ont pas particulièrement de couleurs. En revanche, je pense qu'ils vont avoir une image. Ils vont avoir une image parce que quand l'utilisateur sélectionnera un type de bloc, c'est bien qu'il y ait une petite vignette qui dise « Ok, voilà à quoi ressemblera le type de bloc », et ça aide à l'utilisabilité de l'application. Le display, donc c'est le nom, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a besoin d'une description? Bon, allez, je vais l'ajouter au cas où, je ne sais pas si c'est indispensable. On verra, de toute façon, je vais pas aller très très loin dans la création de ces types de blocs. Hein. C'est juste pour l'exemple. Donc, j'ai un texte. J'ai un carrousel. J'ai image plus texte. Avec des options. Je ne sais pas encore comment je gérerai les options. Typiquement, image plus texte. Il y a peut-être différents ratios avec une image plus grande, un texte plus grand, image à gauche, image à droite. Comment est-ce que je vais le gérer? Je ne sais pas encore, c'est une question intéressante. On verra ça. Est-ce que c'est des types de blocs totalement différents et hop, je ne m'embête pas? Est-ce que c'est des options? On verra bien. On se posera la question le moment venu. Ensuite, donc, mon bloc, je lui mets un type. Block type, vous l'aurez compris. Important de s'hydrater quand on stream. Bon, il est 17h49. Bon, j'avais prévu 2 heures, on va s'y tenir, donc encore 10 minutes et je rendrai l'antenne. Donc, d'ailleurs, du coup, n'hésitez pas pour en profiter pour poser vos questions là, maintenant, dans les 10 minutes qui restent, sur le projet, sur Bubble, sur les prochaines émissions, sur la vie, sur la vie,
je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de réponses, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, faire vos remarques, tout ça, tout ça. Donc notre bloc, il a order, project type, et en fait, y a-t-il une vie après la mort? Moi, étant fondamentalement athée, j'aurais tendance à te répondre non. Mais ce n'est que mon avis. Donc, order project type. Ouais, désolé, faut pas poser les questions dont on veut pas avoir la réponse. Donc, ensuite, ce que je mets dans mon block type, c'est toutes les informations dont je vais avoir besoin. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un texte. Je vais avoir besoin d'une liste d'images. Que des fois, ce sera une image. Ah mince, je me suis planté. J'ai oublié de cocher la petite case liste. On recommence, images. Donc, image, mais ce champ est une liste. Donc, ce sera bien une liste d'images. Pourquoi? Parce que des fois, il y a une image, des fois, il y en a plusieurs. J'ai pas envie de faire un champ image au singulier, un champ image au pluriel. J'ai un champ qui stocke tout, et c'est les différents blocs en front qui s'adapteront au type de données que j'ai listé. Il va y avoir un lien URL. Où là, je suis en train de me dire, est-ce que je ferais pas un truc totalement méta, récursif, où il y a des blocs parents qui peuvent avoir des blocs enfants, où en gros, si mon bloc c'est une liste de liens, j'ai des sous-blocs qui sont les liens eux-mêmes. Et si j'ai une liste d'images, pareil, mes images sont des sous-blocs. J'aime beaucoup l'idée, et ça fait que comme ça, à chaque niveau, on aurait autant de flexibilité qu'on veut. Allez, je me suis convaincu moi-même. J'ai jamais fonctionné comme ça, donc j'ai envie de dire raison de plus pour le faire. Donc je vais garder le list of images. On l'enlève. Là, on va juste prendre image et du coup, on va ajouter parent block. Comme ça, au premier niveau, on ne listera que les blocs qui n'ont pas de parents. Et en dessous, on aura les blocs enfants. On va peut-être mettre un champ children blocks aussi. Ça chargera tout simplement plus rapidement les enfants. Peut-être qu'il y aura une recherche sur les blocs de premier niveau, mais tous les blocs suivants, c'est bien qu'ils soient listés directement, parce que sinon c'est infernal de faire des recherches, puis des recherches, puis des recherches. C'est quand même beaucoup plus long que d'avoir une liste directement. Les blocs enfants, la plupart du temps, il n'y en aura pas 10 000. Je dis 10 000 au hasard, mais en fait, c'est littéralement la limite maximale de la taille d'une liste. Mais voilà, les listes, il faut se dire que tant qu'il y a quelques objets, quelques dizaines d'éléments dans la liste, c'est facile à gérer pour Bubble. Après, ça commence à être un poil plus... Enfin, plus on augmente et plus c'est complexe et potentiellement long à gérer pour Bubble. Mais là, ces histoires de children blocks, je pense que c'est pas mal. Stocker le parent block, ça fait pas de mal non plus. Est-ce que... Ensuite, comment on va gérer la visibilité de ces blocs? Là, il y a une question intéressante aussi, qui est... Les projets, il va y en avoir certains qui sont visibles, d'autres non. Donc ça, je le gère en général avec
visibility status. Public. Non, c'est les options. Public, private. On va ajouter une petite couleur pour le fun. Et j'ai une définition bien particulière du fun. Vous aurez remarqué, public, c'est vert, c'est toujours vert quand c'est public. Private, ça va être blue. Password protected, c'est sensible, on va mettre ça orange par exemple. J'avoue que je suis assez fier de ma liste de couleurs. J'arrive toujours à retomber sur mes pattes sur l'utilisation d'une couleur pour... Enfin, j'arrive toujours à justifier que j'utilise telle couleur pour tel statut, et je trouve ça bien pratique. Et donc, on va avoir un projet... non, qu'est-ce que je fais? Visibility status... Le projet va avoir un champ visibilité status qui, dans les champs privacy, déterminera donc si un projet est visible par les autres ou pas. Current user, non, c'est this project visibility status is public. Là, tout le monde peut voir, tout le monde peut chercher, tout va bien. Ensuite, le créateur, this project creator is current user. Donc lui, il peut tout faire, il peut même faire de l'auto-binding. Paf, paf. Password protected. En vrai, on a dit que c'était plutôt pour la V3, il n'y a pas besoin de le faire maintenant, mais je trouve la question intéressante. Comment on gère les privacy rules d'un projet protégé par mot de passe? Eh bien, je n'ai pas la réponse pour l'instant. C'est intéressant. En gros, j'imagine avoir une table des mots de passe quand le visiteur entre le mot de passe qui valide. À ce moment-là, on va chercher dans la table des mots de passe si le mot de passe est bon, et si oui, je dirais que ça donne accès au projet à l'utilisateur pour une période de temps donnée. Je ferai bien donc au niveau de l'utilisateur, parce que potentiellement il y aura beaucoup de visiteurs sur un même projet à un moment, et moins de chances qu'un même utilisateur ait un accès à plein de projets d'un coup en peu de temps. Donc je vais faire un champ dans mon datatype user, dans lequel il faudra que je fasse un peu le ménage d'ailleurs. Ça, les grades, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, d'ailleurs? C'est parce que je ne pars jamais, ou presque, d'une application vierge quand je commence une application Bubble. Je trouve que c'est une perte de temps énorme de tout refaire à chaque fois. Donc je préfère partir d'une application existante, quitte à passer pas mal de temps, hein, ça peut être plusieurs heures, à faire le ménage, à virer toutes les pages, tous les workflows, tous les data types, tous les champs, etc., qui me concernent pas, mais au moins des trucs genre les notifications, les campagnes, quand j'envoie des mails, les imports, les exports. Il y a tout un tas de choses qui sont nécessaires d'une application à l'autre, et ça me gonfle royalement de devoir le faire d'une application à l'autre. Donc en général, je repars de ma dernière application, qui est un peu l'état de l'art, on va dire, de ma méthode, et je repars de ça pour repartir sur de bonnes bases
La prochaine fois, on mettra un peu les mains dans le front, donc vous verrez concrètement à quoi ça ressemble, je pense. Mais déjà, vous voyez un peu sur le back-end qu'on part pas d'une feuille blanche, quoi. Ça nous aide un peu. Et là, donc on a dit, on va pas forcément faire tout le ménage non plus, mais on a dit, oui, je vais mettre d'abord un petit cadenas parce que c'est un champ qui correspond à une autorisation. Je mets mon cadenas et projects password authorization. Donc là, ce sont des projets. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que quand un utilisateur arrive sur un projet qui est protégé par un mot de passe, à ce moment-là, il ne voit pas le projet, il voit juste un champ lui demandant d'entrer le mot de passe, et on va aller vérifier que le mot de passe est bon. Si c'est bon, à ce moment-là, dans l'objet utilisateur, on va ajouter le projet actuel, et à ce moment-là, ça donnera accès à l'utilisateur, c'est-à-dire au visiteur, à ce projet-là. Et en même temps qu'on fera ça, on créera un schedule workflow pour 24 heures après, ou 48 heures, ou peu importe, qui enlèvera en fait le projet de cet utilisateur tant de temps après. Et l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que, il me semble, ça fonctionne autant avec les utilisateurs connectés que non connectés. C'est-à-dire que pour Bubble, je trouve que c'est assez malin comme mode de fonctionnement, mais pour Bubble, en fait, un visiteur, c'est-à-dire un utilisateur sur la plateforme, existe en tant qu'objet utilisateur, même s'il n'est pas en base de données. En base de données, on a les utilisateurs vraiment inscrits sur la plateforme, mais on peut utiliser l'objet utilisateur pour la session actuelle, même s'il n'est pas inscrit. Donc, normalement, il faudra que je teste, mais il me semble, on peut donner comme ça à l'utilisateur une autorisation directement, même s'il n'est pas enregistré. La petite subtilité, il faudra que je vérifie, c'est que peut-être qu'il faut faire ça en front et pas en back, mais je ne sais pas. Je verrai ça plus tard. Mais voilà par exemple comment je gérerai l'autorisation pour les blocs et password protected. Donc ce serait current user authorization in this project. Et là, il a bien accès au projet. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, il y avait la question, et on terminera là-dessus, comment gérer la visibilité des blocs? Parce que, en gros, le visibility status, il est sur le bloc. Donc pour le password protected, c'est réglé parce que si on a project password protected, c'est réglé parce qu'on a l'info directement dans l'utilisateur. On va avoir current users project password authorization contains this block project. Et là, à ce moment-là, on a bien donné accès aux bonnes personnes. Le créateur, encore une fois, this block creator. Et là, en fait, il y a une question, c'est comment on gère le cas des blocs publics. Ah ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre
block project public. Alors pourquoi je pose project? Parce que demain, mes blocs ils seront peut-être utilisés aussi sur des pages profil, sur des pages outils, etc. Donc comme ça, là, je me marque bien que ce sont des règles qui s'appliquent aux blocs utilisés pour une page projet. Et donc mon project public, c'est this blocks projects visibility status is public. Et là, il n'y a pas la case find this in searches. Donc, pour trouver dans la recherche, il faut que je coche ça ici. Peut-être que c'est même pas indispensable si j'ai toujours des listes de blocs dans mes objets. Mais dans le doute, je vais le mettre là, parce que honnêtement, trouver des ID de blocs sans avoir au contenu, franchement, c'est pas très grave. Et là, du coup, quand c'est public, à ce moment-là, le projet est... Enfin, le bloc est bien accessible. Image type. Non, ça non, texte, URL. Ok. Et donc là, on a bien des privacy rules qui sont adaptés pour nos objets. Et en fait, ce que je cherchais à éviter, c'était de créer un champ visibility status sur mon bloc et de devoir ensuite changer la visibility status de tous les blocs liés à ce projet une fois que je change la visibility status d'un projet. Ça peut être un peu lourd. Donc là, je pense qu'on a une solution qui est assez satisfaisante, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent lister les blocs, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder au contenu tant qu'ils n'en ont pas besoin. Et là, je pense qu'on a, franchement, une structure de base de données pas trop mal pour les projets et les blocs dans les projets. Il reste maintenant, évidemment, à faire tout le front et les workflows pour les remplir, etc. C'est le programme que je vous propose dans les prochaines semaines, les prochains mois. On verra, mais tous les vendredis à 16h, on se retrouve, comme cette fois-ci, sur le Twitch NoCode France, pour faire avancer ce petit projet nocoder.fr, cette future plateforme de référence dans un premier temps des projets et portfolios en no-code, dans un deuxième temps de tout, des ressources, des profils freelance, des projets clients, ça va être fou, vous allez voir. Mais voilà, on va développer ça en live. Les prochaines émissions ne seront pas exactement sur ce format. Là, c'était un format volontairement très pas à pas où on voit plein d'étapes différentes sans forcément aller au bout. Moi, d'ici la semaine prochaine, je pense que je reviendrai un peu sur la mind map, sur la maquette, etc., pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Je mettrai les choses au propre, notamment du côté du front. J'ai pas du tout nettoyé. Il y a plein de vieilles pages qui servent à rien, etc. Et je finirai sur le back. Je mettrai un peu les choses au propre. J'avancerai peut-être un peu sur certaines parties du back, mais ouais, peut-être même pas tant que ça. Et je pense que assez rapidement, en fait, on partira sur du front. Peut-être la page projet, puisqu'on a commencé à faire ça. Et puis on avancera comme ça. Peut-être qu'on se concentrera dans un premier temps sur les blocs. C'est une logique que j'aime bien et qui est présente un peu partout dans les applications, cette logique de bloc. Donc on va recréer tout ça le plus efficacement et agréablement pour les utilisateurs possible. Et ça va être cool, mais voilà, ça va être beaucoup plus linéaire dans le sens où on se prend 2 heures pour bosser sur Bubble, on avance, je commente un peu ce que je fais, pas forcément autant que je l'ai fait là, parce que c'est vrai que je suis beaucoup rentré dans les détails. Si je veux avancer un peu, faut que je commande un peu moins, mais je commenterai de toute façon parce que je ne sais pas faire autrement. Je suis très bavard. Et évidemment, comme toujours, vous faites vos retours, vos commentaires
Voilà pour le programme de vos prochains vendredis après-midi, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup, à toutes et tous pour m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était très long, vous êtes encore là, c'est top. Merci. Merci pour, votre participation, vos questions, vos retours, vos, trollings. Je parle bien entendu à Xavier. Heu, non, voilà, c'était vraiment cool. C'est toujours un plaisir de vous avoir, c'est toujours un plaisir de streamer et c'est d'ailleurs un vrai problème dans ma vie parce que c'est beaucoup trop agréable et ça m'incite beaucoup trop à en faire et c'est un gouffre de temps, mais non, mais je plaisante, c'est aussi pour moi une manière heu, d'avancer, sur des projets qui avanceraient pas sans ça, donc c'est cool aussi. C'est une manière de se discipliner un peu, on va dire. Donc tu feras des nocturnes, Xavier? Ah ouais, ouais, les nocturnes, c'est chaud, mais forcément, je viendrai te voir à un moment ou un autre. Évidemment, surtout si tu parles de bases de données. Moi, ça m'intéresse éminemment comme souci. Je trouve ça hyper marrant comme sujet, même s'il me manque probablement un peu enfin, quelques bases sans aucun jeu de mots. Donc ce sera, très intéressant, je le pense et même si je peux pas être là en live, je dévorerai le replay. Voilà, donc on en profite pour faire le teasing de l'émission qui arrive très bientôt de notre cher Xavier Agapé pour nous parler de bases de données, de l'état de l'art, de l'architecture de bases de données. Ça va être top. Merci encore à toutes et tous. Bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.